Souvent, le soir, j'allais dans des cercles participer à des discussions sur l'état de la société où j'étais invité à des débats qu'on appelait forums populaires et dont la bourgeoisie locale raffolait. Les parlements de jeunes, merveille démocratique de la modernité suisse, n'étaient jamais en reste pour faire bouger la cité, c'était le type d'expression qu'ils utilisaient, et la ville ne comptait pas assez de salles de spectacle pour les accueillir, avec leur président en habit du dimanche, adolescents cravatés rêvant déjà de politique et n'en connaissant encore que les petits fours et les vins d'honneur, précédés de leur armada enthousiaste d'animateurs de quartier et de conseillers socio-culturels en tout genre. Toujours à la pointe de l'indignation estudiantine, ils alignaient les conférences et les forums dans le souci de mettre leurs concitoyens face à leurs responsabilités sur des questions de société aussi cruciales que la dépénalisation du cannabis, la discrimination atroce subie par les minorités sexuelles ou le racisme nauséabond qui n'en finissait pas de renaître de ses cendres. Les concitoyens en question, malheureusement, venaient rarement à ces prêches civiques, ce qui, selon certains de mes amis, n'augurait rien de bon pour la démocratie. Mais la plupart de ces jeunes parlementaires n'en avaient cure et, à dire vrai, ne le remarquaient même pas. Les forums populaires faisaient salle comble, on y croisait beaucoup d'étudiants, de professeurs, de journalistes, ainsi que des jeunes artistes prometteurs et subventionnés, et tout ce petit monde-là devait bien suffire à l'édification des masses. Voilà l'étonnant milieu dans lequel je m'esbaudissais, moi, le déraciné, le fils de calviniste, à quelques kilomètres de mon foyer sur le plan spatial, mais à des années-lumière sur le plan de ce que les penseurs allemands nomment la Weltanschauung. Je courais les cercles, on m'y appelait, on m'y donnait la parole devant de sympathiques assemblées persuadées par tout ce que j'allais dire avant même que j'aie ouvert la bouche. Il faut dire que j'étais assez prévisible. Une aisance oratoire que j'avais dû toujours avoir en moi sans en avoir vraiment conscience, développée sans doute par ce jeu infernal de l'opposition de principe que j'avais mené durant toute mon enfance, se révélait peu à peu à mesure que j'étais amené à m'exprimer en public et me permettait à présent d'improviser à l'envi sur tous les sujets qui préoccupaient l'opinion, ou ce que j'appelais de ce nom, et de répondre avec assurance aux éventuelles objections qui étaient, il faut bien le reconnaître, fort rares. « C'est le privilège du novice », murmuraient ceux qui me voulaient du mal. « Il joue à l'enfant prodigue pour charmer son monde, et il profite d'une tolérance qui n'est donnée qu'aux néophytes. » On passe tout à la jeunesse, surtout dans cette compagnie-là. Attendez seulement qu'il ait 20 ans, et les vieux ténors lui reprendront le crachoir aussi vite qu'ils le lui ont laissé. Ce n'était peut-être pas complètement faux. Si ce n'est que les raisons qui m'amenèrent quelques années plus tard à être ostracisé tenaient moins à mon âge qu'à l'évolution fâcheuse de mes idées. Mais pour l'heure, je recueillais les bonnes grâces de tout ce qui se faisait de mieux dans le petit cartel progressiste où, il est vrai, on trouvait des gens de tous âges et où nous avions nos sages et nos vénérables. Ces derniers, de conditions fort diverses, certains étaient avocats, d'autres notaires et d'autres encore docteurs, étaient souvent des membres éminents du Parti socialiste, parfois même députés, et nous les écoutions avec grand respect, flattés des espérances qu'ils plaçaient sur certains d'entre nous. Ils nous enseignaient, autour d'un verre, les profondes vérités de la social-démocratie, d'une gauche nouvelle et libérale qui allait balayer l'Europe et ramener la concorde et la fraternité sur d'innocents peuples trop longtemps abusés par les boniments des populistes. Fraternité. Il répétait ce mot magique, gros de promesses, singeant à dessein les prêtres qu'il n'aimait guère, à la manière d'une blague, d'un clin d'œil qu'on se fait entre amis. Mais pas question de lendemain qui chante. On avait déjà donné, il ne fallait pas nous prendre pour ce que nous n'étions pas. Je revois encore le bedonnant docteur Silbermann, député au Parlement cantonal, toujours vêtu avec bon goût, ponctuant chacun de ses mots d'esprit d'un sourire doux qui contractait ses deux grosses joues rouges. « Il ne faut pas se méprendre, disait-il. Je tiens à ce que les choses soient claires. Nous ne sommes pas des extrémistes et nous ne voulons rien avoir à faire avec ces gens-là que l'histoire a jugés et qui appartiennent à un passé révolu. Mes amis, ai-je l'air d'un bolchevique ? Oh, pour ça, non. Il n'en avait pas l'air. Ou alors on pouvait peut-être lui trouver un petit quelque chose de Khrouchtchev dans ses grands jours, mais il fallait aller chercher loin. Non, assénait ce sage homme. On a fait couler trop de sang au nom de l'égalité et de la justice sociale. Il faut certes continuer à se battre pour cette égalité et cette justice qui sont encore trop bafouées, mais l'essentiel est ici. Il se tapotait alors l'occiput d'un air entendu. Ce sont les esprits qui doivent tout d'abord changer. Il faut faire évoluer les mentalités. Je vous le dis comme je le pense, jeunes gens. Le monde a besoin de nouvelles lumières, d'une nouvelle génération de Voltaire pour décrasser tout ça. Un grand mouvement d'émancipation participatif, voilà ce que nous voulons. Un mouvement digne des citoyens du monde que vous êtes. Et il ouvrait alors les bras et jetait vers nous un regard presque paternel, faisant sourire son triple menton. Il finissait généralement sa diatribe par un tonitruant « Écrasons l'infâme », mi-ironique, mi-fervent, et nous l'applaudissions à tout rompre, pour sa verve et pour l'apéritif qu'il nous offrait toujours gracieusement. Nous avions beaucoup d'estime pour lui. Il avait, il y a une quarantaine d'années, participé à l'édification d'une barricade, et il paraît même que c'était à Paris.
Certains de ses propos sur l'expérience soviétique faisaient toujours grincer quelques dents chez les rares marxistes orthodoxes qui s'étaient perdus dans le quartier, et je vous mentirais si je vous disais que nous ne jouions pas nous-mêmes parfois à grincer des dents, car nous aimions plus que tout passer pour plus rouges que les rouges. Pour ce faire, nous portions des tenues extravagantes, de vieux blousons savamment rapiécés et recouverts de divers blasons censés exposer aux yeux du monde notre radicalité et la fierté que nous avions à stupéfier le bourgeois, le tout surmonté d'un foulard rouge, à la mode espagnole, ou d'un kéfier palestinien. Ce dernier colifichet déplaisait fort au docteur Silbermann. Cachant tant bien que mal nos âmes bohèmes sous des dehors un peu plus virils, nous étions alors, du haut de nos 17 ans, à la pointe de ce qu'il conviendrait d'appeler le must du snobisme prolétarien. Armés de nos imaginations fantasques de lycéens tournant sans cesse et ne se satisfaisant de rien, nous passions indifféremment des sandales aux souliers de chantier, des longs cheveux crasseux à la tonte totale, du drapeau noir au drapeau rouge, de la rhétorique léniniste à l'argot des banlieues matinées d'expression du Maghreb, combien même nous n'avions jamais mis les pieds ni en banlieue ni au Maghreb. Ce jeu constant des apparences, cette souplesse de ton, ce goût pour le mimétisme, peut-être notre première leçon de politique, et surtout cette obsession que nous avions de singer le populo, nous assuraient un certain succès dans le milieu des citoyens du monde, surtout auprès de ceux qui pensaient réellement, faute d'expérience, que nous sortions tout droit de ces blocs de béton d'où ces braves gens espéraient voir surgir les nouveaux damnés de la terre. Je n'avais pas à en rougir, car en toute objectivité, ma famille faisait effectivement partie de cette couche de la petite classe moyenne qu'on est en droit d'appeler le peuple, et je faisais mine de ne pas m'apercevoir que j'étais bien un des seuls à jouer mon propre rôle. Nos regards noirs, nos barbes naissantes et nos pas traînants attiraient de surcroît sur nous l'attention de la gente féminine, car dans ces cénacles, les filles de bonne famille plaçaient en tête de leur fantasme celui d'avoir une aventure avec un ouvrier, sorte d'équivalent féminin des amours ancillaires. Nos salopettes et notre brusquerie, si elles faisaient leur petit effet, ne nous suffisaient pourtant pas, car nous restions un peu trop pâles et un peu trop suisses à leur goût. Il est vrai qu'au-dessus de l'ouvrier, dans leur échelle fantasmatique, figurait un trophée encore plus prestigieux, l'ouvrier immigré. Elles ignoraient sans doute que dans les quartiers d'où nous prétendions venir, et dont je venais vraiment quant à moi, on baisait somme toute très peu, au cœur de ces logements sociaux que les journaux présentaient comme des repères de violeurs, mais où, en vérité, l'ordre moral mahométan avait fait son trou et s'entretenait à maintenir les filles vierges jusqu'au mariage, des filles qui espéraient secrètement épouser un bourgeois susceptible de les extraire de ces blocs, tandis que leurs frères continuaient de tenir la rue sans espoir d'élévation sociale. La réalité ne pesait pas lourd chez ces demoiselles bien nées, entourées de pères médecins et de fiancés thésards, et qui, abreuvées de mauvaise littérature, considéraient la précarité financière comme le summum de la virilité. Mais tout cela m'importait peu, car celle qui avait jeté son dévolu sur moi n'était pas une lectrice de romans feuilletons, mais une femme d'une toute autre envergure. Je dis bien une femme, car elle approchait des 40 ans, et elle était l'épouse d'un autre député socialiste, M. de Chambrelien, qui était en outre juge au tribunal fédéral. Mon indignation juvénile et ma rudesse de petit mâle trop fier, qui me faisait passer des envolées les plus volubiles au mutisme le plus farouche, avait dû la séduire, car ma compagnie l'enchantait presque autant que les soirées où elle me présentait à ses amis comme un adorable chiot savant. Comment vous la décrire, maître ? J'ignore si vous la connaissez, mais si ce n'est pas le cas, je suppose qu'un avocat comme vous peut, sans peine, se faire une idée exacte de l'allure d'une épouse de juge fédéral. Représentez-vous une femme mieux avantagée que la vôtre par les liens du mariage, ce qui n'est pas peu dire, car la vôtre n'est pas à plaindre, parée de bijoux plus précieux, portant des robes plus chères et passant chaque hiver une semaine de plus que la vôtre dans les stations thermales. Bref, une femme bien délaissée. Pour tromper l'ennui, elle usait régulièrement le cuir du canapé d'un analyste renommé, comme sa grand-mère avait dû user le bois d'un confessionnal, et elle animait un salon d'esprit éclairé, comme sa grand-mère l'avait sans doute fait en son temps dans son club de charité. Dans la ville, elle connaissait toutes les personnalités qu'il essayant de connaître et rendait ça et là chaque semaine ce qu'elle appelait ses visites, et qui consistaient à prendre le thé avec des gens dont son mari attendait un appui pour ses affaires. Comme je n'avais rien d'une personnalité importante et qu'il me manquait même quelques mois avant d'obtenir le droit civique de voter pour M. de Chambrelien, elle ne buvait jamais de thé avec moi, mais m'offrait souvent du vin, car elle trouvait que cela libérait ma parole et me rendait plus concerné. Je faisais donc semblant d'être un peu pompette pour lui faire plaisir. Lorsque je devenais concerné, et que je lui parlais des bons tibétains en proie aux colons chinois, elle plissait le front et hochait gravement la tête de l'air le plus sérieux du monde. « Il faudra l'écrire, me disait-elle. Les gens doivent savoir, les gens doivent arrêter de détourner les yeux de ce qui se passe là-bas. »
Si elle m'offrait un second verre, je lui parlais alors des Indiens du Chiapas en but à la persécution des Mexicains. J'ignore quelle promesse elle croyait alors lire en moi, mais elle me prit rapidement sous son aile et décrocha pour moi, grâce à ses relations, quelques articles dans la presse locale, ce qui me combla d'aise, tant j'étais désormais rongé par ce désir de reconnaissance que j'avais renoncé à chercher chez les miens. Elle me flattait, je lui plaisais, j'ouvrais grâce à elle les portes d'une société dont la sollicitude m'honorait, et elle se laissait délicieusement scandaliser par mes yeux noirs et mes mauvaises manières. Feu sur l'ours savant de la social-démocratie, déclamait jadis Aragon. Madame de Chambrelien n'en avait que faire. Elle jouait l'honnête rôle de montreuse d'ours, et j'étais la bête de foire idéale, assez pâteau pour faire sourire, et assez convaincu pour ranimer chez certains les braises de quelques idéaux en berne. J'étais cet enfant qu'on place les mains dans le dos devant le sapin de Noël à l'heure de la comptine, et à qui il ne manque que la raie au milieu. On se réjouissait d'ailleurs de cette absence de raie au milieu. On préférait me reconnaître le physique de l'emploi, la Révolution en marche ne s'accommodant guère des airs de premier de classe. J'étais devenu une petite machine à m'indigner, il suffisait d'appuyer sur le bon bouton selon qu'on préférât compatir avec les femmes afghanes, les sidéens ou les piqueteros. Les plus vieux, fatigués par leurs ancestrales colères, se contentaient parfois de verser une larme pour la forme ou de soupirer sur la marche désastreuse du monde. Qu'importe, j'étais là pour suppléer à toute leur lassitude, à toute leur démission. Je m'empourprais à leur place, je vrombissais à leur place, je m'échevelais à leur place, et ils repartaient chez eux avec un supplément d'âme. Un peu de feu sacré ne pouvait pas leur faire de mal au moment de retourner se perdre dans les intrigues parlementaires. « Ah, disait-on, que ce jeune homme ait sa majorité, et il fera des ravages dans le panier de crabes. » En attendant, j'exerçais mes ravages sur d'autres types de crustacés, et Madame de Chambrelien me faisait part de son expérience dans un domaine qui n'avait rien de politique. Bien qu'ayant perdu mon pucelage peu de temps auparavant dans une autre occasion, je conservais malgré moi un vernis de virginité dont ma bienfaitrice s'empressa de me dépouiller. Cette relation portait bien sûr en elle-même son propre anéantissement, car les grâces ne sont convoitées que lorsqu'elles nous échappent, et je fus rapidement rassasié faute d'avoir longtemps désiré. Je ne le savais pas encore, mais l'expérience devait m'apprendre que le temps des préliminaires amoureux est chez la femme inversement proportionnel à l'âge. Prenez, maître, le cas d'une femme de 40 ans, comme c'est le cas de votre épouse, je crois. Si la femme a le malheur d'être encore célibataire, si ses désirs d'engagement ne se sont réveillés que sur le tard, elle risque bien de s'emparer du premier homme venu, mue par l'impérieux instinct reproductif. Elle sent bien que le seuil fatidique approche et que pour être femme émancipée, elle n'en est pas moins mère en puissance. Si par contre elle est mariée, établie, et qu'elle a réuni au fil des années ce qu'il faut bien appeler une famille, il y a fort à parier que c'est la vanité, et non un quelconque instinct, qui l'orientera dans le choix de ses amants. Là où la première cherche un père pour ses enfants, la seconde s'est lassée de ses pères et leur préfère leurs enfants. Les hommes trompent par concupiscence, les femmes par orgueil. Madame de Chambrelien avait chez elle un homme mûr, envié par ses concitoyens, un homme responsable qui avait bâti sa fortune à la sueur de son clavier et de ses tampons encreurs. Et le temps n'avait rien gâché à l'affaire, puisque celui qui était hier un bon parti était devenu une valeur sûre. Monsieur de Chambrelien avait sans doute les épaules assez larges pour porter sa maisonnée à bout de bras, et les poches assez pleines pour entretenir une famille sur 3 générations. Même son ventre, même ses bajoux rappelaient chaque jour à son épouse qu'il était un homme qui avait réussi et qu'il n'y avait aucun souci à se faire pour le lendemain. Sauf imprévu, son notable domestique ne ferait pas faillite, honorerait scrupuleusement ses dettes et ne connaîtrait jamais les affres de la prison ou de l'exil. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que se forme dans l'esprit de Madame de Chambrelien l'idée de trouver un amant. Comme son mari se contentait de l'entretenir, de lui offrir des bijoux, de l'amener en vacances, de financer sa retraite, de l'inviter au restaurant, de la couvrir de présents, de l'accompagner au théâtre, de la sortir dans le monde, de supporter sa belle-mère avec un sourire de circonstance, elle exigea que son amant la baise. Comme son mari était quinquagénaire, riche, ventripotent, bien élevé et attentionné, elle exigea que son amant soit jeune, nécessiteux, svelte, impertinent et égoïste. Comme son mari était social-démocrate, elle exigea que son amant soit révolutionnaire. Elle aussi, comme les lectrices de mauvais romans dont je vous parlais auparavant, aurait atteint le summum de l'extase si cet amant idéal avait aussi eu le bon goût d'être un immigré de première génération. Mais le dernier arabe qu'elle avait ramené dans sa couche était reparti avec l'argenterie, événement désagréable qu'elle avait pris soin de ne pas ébruiter, moins pour protéger sa réputation que pour ménager les prises de position antiracistes de son mari. Ce dernier, bien sûr, n'ignorait rien de ces péripéties, car les 2 époux avaient fait vœu de transparence, une vertu très en vogue à l'époque, et au fond de lui,
L'ancien partisan trotskiste qu'il était s'enorgueillissait de voir sa femme circonscrire son terrain de chasse aux classes populaires. Il voyait sans doute là les prémices érotiques de la dictature du prolétariat. Je ne pensais moi-même pas autrement. Et après avoir culbuté quelquefois Madame de Chambrelien pour le plaisir, je le fis les fois suivantes dans une optique matérialiste dialectique, avec la satisfaction féroce de baiser une bourgeoise, et ce en toute connaissance de cause, et armé d'une profonde conscience de classe. Ce plaisir intellectuel avait sur le plaisir purement charnel l'avantage d'être plus constant et de survivre à l'apaisement des sens. Lorsque je quittais en fin d'après-midi la fastueuse villa des de Chambrelien, alors que mes nécessités voluptueuses étaient épuisées, je jouissais encore du plaisir éminemment moral d'avoir accompli mon devoir de revanche. Car voyez-vous, maître, les marxistes universitaires auront beau dire, tout pénétrés d'hégélianisme poussiéreux, que la conscience de classe résulte uniquement d'une juste compréhension des rapports capital-travail, que tout est matière, je prétends, quant à moi, que la morale joue pour beaucoup là-dedans. Quand on a 17 ans, on n'a pas bien compris ce qu'est la plus-value, on ne saisit pas bien ce qui lie l'infrastructure à la superstructure et, pour tout dire, on se fout pas mal de tout ce qu'impliquent les rapports de production tels qu'exposés dans le Capital, dont on remet la lecture au lendemain. Mais on sent distinctement qu'il y a quelque chose d'inacceptable dans l'abysse qui sépare le plus haut salaire et le plus bas à l'intérieur d'une même entreprise et par extension d'une même société. Dans la ville où je vis, certains citoyens possèdent 2 résidences secondaires et d'autres peinent à payer le loyer de leur appartement 2 pièces. La naissance d'une conscience sociale, c'est aussi simple que ça. Et ça, maître, ce n'est pas de la dialectique, c'est de la morale. Je ne me révolte pas parce que les ouvriers vendent leur force de travail et que la plus-value finit dans la poche du patron. Non, je me révolte parce que cette inégalité-là, cette injustice-là est moralement intolérable. Depuis, bien sûr, j'ai un peu étudié l'économie, j'ai compris beaucoup de choses qui m'avaient échappé à l'époque, mais ces nouvelles lumières, loin de me remettre en question, n'ont fait que me confirmer dans mon indignation et aujourd'hui encore, je sens bien que ma dissidence est d'essence morale, que c'est pour des raisons morales que je parais devant vous, que ce sont ces mêmes raisons morales qui nous feront perdre notre procès, que c'est contre la malveillance, la méchanceté, la perversion que s'élèvent les premiers mouvements d'une âme généreuse. On m'a fait grief plus tard de mon manichéisme. On m'a reproché de faire œuvre de populisme en amenant les grandes problématiques de l'époque au niveau des simples gens, ce dont je me flatte. Et je conviens que les questions du siècle étaient et sont sans doute bien plus complexes que les mécanismes de la démocratie ne le laissent supposer. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'à l'intérieur de cette complexité, il existe, fondamentalement, intrinsèquement, des bons et des méchants. Du fait même que la morale commune les juge ainsi à la lumière de leurs actes. Assez de faux-semblants, assez de pirouettes et d'atermoiements, de « les choses ne sont pas si simples ». Eh bien si, justement, elles le sont. Si j'avais été porteur de valises ou poseur de bombes, mon engagement eût été incomplet. Je n'aurais amené avec moi que la destruction. Alors qu'en agressant sexuellement la grande bourgeoisie en la personne d'une de ses représentantes, je faisais davantage, je sublimais la lutte des classes. Je plongeais, panache au vent, au cœur de la contradiction et j'y jetais le dernier des affronts. J'ai employé plus haut le terme de baiser. Vous sentez bien qu'il y a là quelque chose d'agressif, d'humiliant, qui tient moins de l'amour que du rapport de force. Qu'est-ce au fond que le prolétariat, sinon cette masculinité bridée qui de temps à autre reprend par la violence des possessions dont on lui refuse la jouissance? Cette humiliation rare, libératoire, ne survient qu'au terme d'un long désert de privation, de soif inaltérable, de puissance muselée. C'est l'humiliation d'un festin gastronomique mis en pièces par la voracité d'un affamé dont l'estomac torturé reste insensible aux nuances du goût. C'est l'humiliation de la courtisane jetée en pâture à un régiment de légionnaires après des mois d'encasernement. C'est l'humiliation que fera subir à tous l'officier putschiste, le nouveau président d'une république bananière du fond de l'Afrique, celui qui a gagné à la loterie, celui qui n'est riche et puissant que du matin même et qui n'a pas assez de férocité, pas assez de hargne, de volonté de revanche pour rattraper le temps perdu, pour brûler la chandelle par les 2 bouts sans même avoir le temps ni la finesse requise pour y prendre le moindre plaisir et y trouver le moindre apaisement. Vous avez là, notez-le, la définition très exacte du barbare. Représentez-vous le tableau. Le guerrier impatient, libéré enfin de son blizzard nordique, débarquant en armes à Rome, avec pour tout bagage et pour tout message à livrer, sa faim tenaillante, son désir de conquête et sa volupté farouche de dominer par la fureur ceux qui l'ont trop longtemps dominé par le droit. Magnifique barbare. Ce qui lui plaît dans le pillage des cités, c'est moins la rapine que la chaleur de l'incendie et le vacarme assourdissant des palais qui s'écroulent. Ce qui l'enchante dans le viol, c'est moins le faible plaisir qu'il en tire que la honte infligée à la femme outragée. Élevé loin des délices, dans la rudesse d'une vie qui s'était faite lutte dès le premier jour,
existant et espérant dans l'unique attente du coup de force, du retour de bâton, du recouvrement extrêmement destructeur et transgressif d'une dette historique, ce n'est pas pour lui-même que le barbare jouira, mais contre les autres. Pur produit du monde qu'il a vu naître, le barbare préfère les liqueurs fortes aux vins éthérés, les symphonies tonitruantes aux sonates subtiles, les plats relevés à la cuisine moléculaire. Ce sont toutes ces spécificités qui fondent, en tout lieu, l'infériorité de fait du barbare, mais aussi sa prétention morale à dominer. Fort de ce désir, de ce gargouille intestinal qui me tenait lieu de destinée, je faisais irruption dans le boudoir de Madame de Chambrelien comme le Wisigoth dans le temple de Junon. Jouant mon jeu, je n'en jouais pas moins le sien, puisque, aussi humiliée qu'elle dut se sentir au fond d'elle-même, elle faisait mine d'apprécier, de vouloir, d'encourager ce comportement iconoclaste. Sa générosité, dans ce domaine comme dans les autres, je dois le dire, était à la mesure de ses moyens. Sans se l'avouer, elle s'était réjouie que son amant arabe soit reparti avec l'argenterie après l'avoir possédé. Elle brûlait de payer sa dette envers tous les barbares de la planète, tous les va-nu-pieds qu'elle offensait par sa simple existence, et elle aurait dispensé ses faveurs amoureuses à tout le tiers-monde si cela avait pu absoudre le sentiment de culpabilité postcoloniale qui la rongeait. Comme les premières fois, je paraissais dans la villa des deux Chambreliens avec une mine trop humble, ébloui et intimidé par les sols cirés et les grandes baies vitrées, ne sachant où me mettre et craignant à chaque instant que le maître de maison ne rentre à l'improviste, mon hôtesse me fit comprendre qu'un barbare ne se comporte pas de la sorte, qu'un barbare ne perd pas son temps à s'essuyer les pieds sur le paillasson et n'attend pas derrière la porte qu'on vienne lui ouvrir. Lorsque les hordes vandales prenaient d'assaut sa chambre à coucher, elle ne voulait pas qu'on la déshabille, elle exigeait qu'on la dépouille, et à tout prendre, elle préférait être prise que comprise. Dans ces instants d'extase, la dame se reniait. Ses cris et ses supplications étaient un formidable démenti à toutes ses idées. Entre ces intimes parenthèses, lorsque la passion prenait le pas sur l'opinion, c'était toute la bourgeoisie qui en elle se faisait violence, tout le progressisme international qui en elle se faisait parjure, la barbarie enfin, semblait-elle dire à travers ses gémissements. Assez de pleurnicheurs, de bandes mous, de minets, de soupirants attentionnés, d'avortons larmoyants. Voilà comment on enterre, au fond d'un lit défait, 30 ans de lutte féministe.